À la une de l'actualité, Ali Adjami, l'ambassadeur du Liban, s'en va de la Côte d'Ivoire après 6 mois de mission dans le pays. Il a échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. L'Union européenne soutient la relance du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Elle octroie 30 milliards de francs CFA pour redynamiser les filières sucre et banane. Début aujourd'hui des épreuves écrites du BEPC pour les élèves de 3e et proclamation des résultats du CEP pour ceux de CM2. Le taux de réussite au CEP est estimé à 67%. 4e journée d'hospitalisation pour Nelson Mandela et toujours pas d'évolution dans son état de santé. Peu à peu, l'inquiétude prend le dessus sur l'espoir au sein de la population sud-africaine. Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Il a fait ses adieux aujourd'hui au président de la République, Alassane Ouattara. Ali Adjami, l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, est en fin de mission après avoir passé 6 ans en Côte d'Ivoire. À Ouattouré. L'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, Dr Ali Adjami, est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara avant de quitter définitivement la capitale ivoirienne. Dr Ali Adjami s'est dit honoré d'avoir échangé avec le chef de l'État, des échanges qui ont porté sur différents sujets, notamment les relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Je dois quitter d'ici à une semaine vers un nouveau poste. Donc c'était un honneur encore une fois. Je connais que Monsieur le Président, son programme est chargé et malgré ça, il me reçoit. J'ai discuté avec son Excellence plusieurs sujets, notamment le sujet de les relations si fortes entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Et on a discuté aussi de la visite prévue de son Excellence Président Ouattara au Liban, prévue avant la fin de l'année 2013. Pour le diplomate libanais, la visite officielle du président du Liban en Côte d'Ivoire en mars 2013 a permis de renforcer l'axe Abidjan-Beyrouth. Une coopération parlementaire forte, c'est ce que veut Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Il est en mission depuis hier à Dakar, la capitale sénégalaise, pour essayer de convaincre ses pairs. Et Guillaume Soro conduit par ailleurs une importante délégation de députés ivoiriens. Sur place à Dakar, Victorine Yaoyoboué. Guillaume Kegbafori Soro a été accueilli à 13h à sa descente d'avion par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et sa délégation effectuent une visite officielle de 4 jours. Visite qui s'inscrit dans la droite ligne de la diplomatie parlementaire entreprise par cette 12e législature. Pour Guillaume Soro, le Parlement, deuxième institution de l'État, doit être un instrument de développement et de rapprochement des peuples. Cet objectif ne peut être atteint qu'en s'inspirant de l'expérience des autres. Ce que compte faire Guillaume Soro au cours de cette visite en terre sénégalaise. Je voudrais dire mes remerciements à mon collègue président de l'Assemblée nationale du Sénégal, mon doyen, le doyen Moustapha Niasse. Les députés ivoiriens m'ont chargé de le remercier pour l'honneur qu'il nous a fait de prendre part l'année dernière à l'ouverture de la session de notre Assemblée à Yamoussoukro. C'est un homme d'expérience, c'est un homme de sagesse et je suis convaincu que ici à Dakar, je profiterai dans la docilité à apprendre de lui, de son expérience, de la façon dont il dirige brillamment l'Assemblée nationale du Sénégal. Les parlementaires ivoiriens auront des séances de travail avec leurs homologues sénégalais en vue du renforcement de la coopération entre les deux institutions. À Abidjan, 4 projets de loi adoptés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les textes autorisent le président de la République à ratifier 4 conventions. Elles concernent les droits des handicapés, la protection et l'assistance des déplacés en Afrique, la démocratie et la bonne gouvernance. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a soumis ces projets de loi à la Commission des Affaires extérieures de l'Assemblée nationale. Brouléon nous en parle. Bientôt, les handicapés de Côte d'Ivoire, 85 857 au total selon le recensement de 1998, auront les mêmes droits que leurs concitoyens.
Les parlementaires membres de la Commission des relations extérieures ont adopté ce mardi le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Houleux ont été les débats, les députés voulant se convaincre de l'effectivité de mesures pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de ce texte. En face, le porteur du projet, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il soutient la ratification comme moyen de pression qui amène l'État à garantir les droits des personnes handicapées. L'existence du handicap ne doit pas être un fardeau pour celui qui vit cette situation, ni même pour la société, au risque de provoquer sa marginalisation progressive, voire abandon. Le président de la République a également reçu l'accord des députés pour la ratification de 2 autres textes internationaux. Celui de l'Union africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. 2 textes signés respectivement en 2009 à Kampala et 2001 à Dakar au Sénégal par la Côte d'Ivoire. Et puis cette information en bref, le projet de loi donnant autorisation au président de la République de ratifier l'accord sur la création du Fonds de solidarité africaine a été également adopté ce matin à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre ivoirien a rencontré la communauté ivoirienne résidente à Londres. Une occasion pour échanger sur les perspectives de développement de la Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu après les travaux du 39e sommet du G8 sur la sécurité alimentaire auquel a pris part Daniel Kablan-Duncan. Alexis Ouedraogo. Hommes d'affaires, étudiants, informaticiens aux petits jobs, ce sont près de 5000 Ivoiriens qui sont installés à Londres. À la faveur de la visite du chef du gouvernement, ils ont été conviés par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne à un dîner pour avoir des nouvelles fraîches du pays. Invité au prêchoir, Daniel Kablan-Duncan a fait le point de la situation dans le pays, notamment sur les sujets de la sécurité et de la relance économique. Il a indiqué que tous les voyants étaient désormais au vert en matière de relance dans le pays. S'agissant de la réconciliation nationale, Daniel Kablan-Duncan a indiqué l'engagement du gouvernement au dialogue avec les partis de l'opposition en dépit des points de désaccord exprimés. Il a rappelé qu'il n'y avait plus de temps pour les vacances, mais au travail en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire est de retour et nous voulons qu'elle soit la plateforme des affaires sur le continent. Nous avons la chance du mixage important de nationalités. C'est une force pour le pays. Nous espérons avoir une croissance assez rapide pour impacter positivement à nouveau la sous-région. La rencontre a pris fin dans une ambiance bon enfant avec des échanges B2B. L'Union européenne octroie 30 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour améliorer la compétitivité des filières sucre et banane. Le gouvernement et l'Union viennent de signer 2 conventions de financement en fin d'après-midi. Cet appui devrait permettre le développement des filières concernées ainsi que les conditions de vie des travailleurs. Jean-Jacques Kwamiala. Ces 2 conventions de financement signées entre l'État de Côte d'Ivoire, représentées par la ministre en charge de l'économie Kabanyale et l'Union européenne par le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, est une aide de 25 milliards de francs CFA pour le volet banane et 5 milliards pour le volet sucre. Objectif, améliorer la compétitivité de ces 2 produits, les conditions de vie des travailleurs et apporter un appui aux plantations villageoises menacées de disparition. Durée de la convention, 5 ans. C'est pourquoi l'ordonnateur national du FED, Kabanyale, et le représentant de l'Union européenne ont invité le ministre de la Culture, le maître d'œuvre, et le ministère de l'Économie, le maître d'ouvrage de ces 2 conventions, à un partenariat au profit des bénéficiaires. Les ambitions pour chacune des 2 filières sont donc fortes et diversifiées. Une collaboration complète et efficace entre toutes les parties est absolument nécessaire pour envisager l'atteinte de tous les résultats dans les délais impartis par les conventions. Je voudrais rassurer l'Union européenne de notre engagement à veiller à ce que ces fonds mis à la disposition de ces 2 secteurs soient gérés de manière rigoureuse et harmonieuse avec la collaboration de l'ensemble des partenaires impliqués.
Avec cette enveloppe, l'Union européenne a doublé son aide à la Côte d'Ivoire sur la période 2008-2013 qui s'élève à plus de 395 milliards de francs CFA. Et l'avenir du palmier à huile est au centre d'un congrès qui se tient actuellement à Abidjan. Le premier congrès du genre sur le palmier à huile a ouvert ses portes hier autour des enjeux et perspectives de développement de l'huile de palme en Afrique et dans le monde. Le gouvernement donne 3 mois pour libérer les sites privés et publics illégalement occupés depuis 2002. Le mode opératoire de cette opération a été l'objet d'un séminaire de validation tenu au plateau. Mamadou Kouassi. Koné Mamadou, 30 ans, est un ex-combattant de la crise post-électorale. Depuis 3 ans, il est élu domicile à la cité universitaire de Williamsville à Adjamé, en compagnie de son épouse et de son fils de 2 ans. C'est pas normal, mais c'est la situation qui oblige. On n'a pas un endroit à partir. Pour notre boulot, nous rester, c'est notre petite famille. Comme lui, ils sont environ 400 ex-combattants reprofilés par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Ils vivent dans cette cité universitaire depuis plus de 3 ans, pour la plupart. Elles aussi se disent prêts à libérer la cité avec leurs familles si la situation connaît une issue favorable. ADF vient prendre contact en disant qu'ils vont nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse aller prendre des maisons. Bon, on est parti les voir, on est tombé d'accord. Mais on n'a pas de force. On écoute ce qu'ils vont nous dire. Ils nous ont dit qu'ils vont nous faire quitter le 21. Bon, on était prêts aussi pour le 21, s'ils ont pu résoudre le problème de tout le monde. Conscient de ces faits, le gouvernement donne 3 mois pour sensibiliser la population afin de libérer tous les sites publics et privés occupés illégalement depuis 2002 à Abidjan et à l'intérieur du pays. Mais avant, un séminaire se tient pour valider le programme de libération des sites encore occupés. Vous demandez à 2 populations, d'abord ceux qui occupent les sites publics et privés, de leur demander de prendre toute disposition pour les libérer. Et nous n'allons pas utiliser la force, c'est pour ça que nous donnons 3 mois aux uns aux autres. En ce qui concerne les militaires, ce sont nos hommes. Nous allons, avec l'état-major, faire en sorte qu'ils rejoignent les casernes. Pour tous les autres, ceux qui ne sont pas militaires mais qui sont des ex-combattants, l'ADDR va gérer ce dossier avec nous. Pour les autres, nous leur demandons vraiment de le faire sans a priori. Les propriétaires, c'est de leur demander, c'est de venir prouver que c'est bien leur maison. Il y en a fait des requêtes. L'initiative est saluée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le Premier ministre. Pour lui, cette opération s'inscrit dans la volonté du chef de l'État à bâtir un État de droit et à renforcer le processus de réconciliation nationale. Cette opération, qui se fera sur une période déterminée, présente beaucoup d'intérêt pour l'État ainsi que pour les populations. Elle permettra aux Ivoiriens exilés ou non qui désirent entrer au pays, voire qui sont confrontés à l'occupation de leurs biens immobiliers, de regagner leur domicile en toute quiétude. À l'issue des travaux, un chronogramme et le mode opératoire seront élaborés puis remis au président de la République pour validation. Et puis, première étape aujourd'hui des épreuves écrites du BEPC. Ils sont des milliers de candidats appelés à passer cet examen qui sanctionne la fin du premier cycle secondaire. Ce sont plus de 1700 centres qui ont accueilli les élèves. Certains élèves ont reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Kouassi. Lycée moderne d'Anyama, il est 10h20 ce mardi 11 juin. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, accompagné des leaders des syndicats d'enseignants, procède à l'ouverture de l'épreuve de dictée-question. Une épreuve du brevet d'études du premier cycle, BEPC, et du test d'orientation en seconde. Des examens qui ont démarré ce jour avec 309 614 candidats. Après l'ouverture de l'épreuve, la ministre et sa délégation sillonnaient plusieurs centres d'examen afin d'encourager les élèves et s'assurer de la bonne organisation. Ce que nous avons constaté de très positif, c'est que nous avons même des enseignants surveillants en réserve. C'est-à-dire que toutes les salles sont pourvues et donc nous n'avons pas de problème. La particularité au cours de cette tournée-là, contrairement aux autres, c'est qu'aujourd'hui nous avons avec nous les responsables syndicaux. C'est une grande première qui démontre que la communauté éducative est une famille unie. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble et dorénavant ce serait ainsi. Déjà, les candidats se disent confiants et promettent de meilleurs résultats. J'aimerais promettre à Madame la ministre que cette année, nous aurons une bonne taux de réussite parce que les épreuves étaient très abordables. Et toutes les épreuves
pas aussi difficile que ça. Parce que nous sachons que nous avons déjà fait ça en classe. Si nous avons bien appris nos leçons, c'est facile. Pour cet examen, il faut noter plusieurs cas de maladies dans les 5 d'examen. Des maladies dues au stress selon le responsable de la santé scolaire et universitaire. Les conseils qu'on donne, généralement, c'est avant chaque épreuve, il faut d'abord bien dormir, se reposer parce que c'est le cerveau qui est en épreuve. Donc il faut permettre au cerveau de se reposer. Évidemment, il faut se nourrir pour avoir de la force. Mais surtout quand on sait que le sucre joue un grand rôle dans non seulement l'alimentation du cerveau, mais également dans le maintien de l'organisme. Donc nous conseillons aux élèves de prendre un peu de glucides chaque matin avant de faire les épreuves. Les épreuves écrites du BEPC et du test d'orientation vont durer 2 jours. Les résultats sont attendus le 1er juillet prochain. Et qu'en est-il du déroulement du BEPC à Bouaké et à Ferké? Les réponses dans ce reportage. Ce sont 14 262 candidats avec 73,34% de candidats officiels. Les sujets des 2 drainettes sont différents. On tire par zone. Ça fait partie du principe de l'organisation. Les dégâts sont limités lorsqu'il y a différents sujets, mais je voudrais rassurer les parents d'élèves, les candidats, les sujets en question sont de même valeur. Au nombre des innovations, il faut noter que chaque épreuve obligatoire est affectée du coefficient 1. Toutes les copies doivent obligatoirement porter un sticker, même celle d'un candidat absent, sans oublier les délibérations assistées par ordinateur. Nous avons l'ancienne méthode où les secrétaires et les présidents de centre inscrivaient les notes des enfants dans les PV. Et parallèlement à ça, nous aurons un ordinateur qui va aussi accepter ces notes-là autant que les PV. L'admission sera prononcée pour tout candidat officiel non dispensé DPS ayant obtenu un total pondéré au moins égal à 80 points sur 160 et 70 points sur 140 pour ceux qui sont dispensés DPS. Et il en est de même pour les candidats libres, sauf qu'eux sont jaugés uniquement à l'examen. Le total pondéré est composé de 60% des points à l'examen et 40% de la moyenne générale annuelle. Les résultats seront proclamés le 1er juillet prochain. À Ferkezédougou, le lycée moderne a été choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du BEPC. Plus de 2500 candidats de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de cette région affrontent l'examen. Les autorités les encouragent. La Côte d'Ivoire veut des examens propres. Les élèves sont motivés, mais nous avons bon espoir que les résultats cette année seront satisfaisants. La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique du Diologo, quant à elle, appelle tous les acteurs intervenant dans le cadre de ces épreuves écrites du BEPC au devoir civique. Elle estime que chacun doit être à son poste et assumer la tâche à lui confier. La joie et la tristesse se confondent actuellement chez les plus jeunes élèves. Les résultats de l'examen du CEP 2013 donnés aujourd'hui par la direction des examens et concours. Le taux d'admission est de 67,03% au niveau national. Mamadou Kouassi. Scène de joie à l'école primaire publique Château d'Eau dans la commune de Cocody. Ces enfants, candidats au CEP et au concours d'entrée en 6e session 2013, sont admis. J'ai eu 128 points. Je suis contente d'aller au collège. J'ai eu 118 points. Je passe en classe de 6e. 67,03%, c'est le taux de réussite au niveau national du CEP et du concours d'entrée en 6e session 2013. Ce résultat est nettement supérieur à celui de 2012, estimé à 55,91%. Plusieurs raisons expliquent cette amélioration des résultats selon la directrice des examens et concours. Les enseignants ont accepté la trêve des grèves. Car il s'agit d'une raison d'État, ils ont non seulement fait des efforts pour terminer le programme, mais plus, ils ont aidé leurs élèves à faire des révisions. Le facteur le plus positif a été l'application des résultats du séminaire organisé par la DECO à Grand Bassam, ensemble avec tous les acteurs et partenaires du système éducatif. Nous n'avons pas fait qu'accuser les élèves, nous nous sommes aussi interrogés sur notre part dans leur échec massif. Nous avons visité tous les compartiments de notre système d'organisation des examens. Depuis les classes en équilibrant les coefficients, nous avons revu les étapes de la production des sujets, de leur sécurisation, les oraux, les écrits, les corrections et les délibérations
en mettant un accent sur la qualité des jurys et la responsabilité individuelle. Cette année, ce sont 448 275 candidats qui ont affronté le concours d'entrée en 6e et le CEPE dans 1750 centres d'examen. Au classement final, la Direction régionale de l'éducation nationale de l'enseignement technique de Séguéla arrive en tête avec 88,23%, pendant que celle de Dimbokro ferme la marche avec 39,65%. En bref, sachez que les épreuves orales du bac technique ont débuté aujourd'hui. Pour le baccalauréat ordinaire, les épreuves écrites auront lieu du 25 au 28 juin prochain. L'Organisation islamique pour l'éducation, la science, la culture et la communication IESCO tient depuis ce matin une réunion régionale. Elle regroupe les secrétaires généraux des commissions nationales des États africains francophones membres de l'organisation. La rencontre réunit une vingtaine de participants. Elle vise à assister les commissions nationales des États membres pour une meilleure connaissance des objectifs de l'IESCO, de ses programmes et méthodes de travail. Créée en 1982 au Maroc, l'organisation a pour but de promouvoir la science et la culture dans le monde musulman. Poursuivre les projets d'insertion des jeunes et le développement de plusieurs secteurs d'activité est l'objectif de la deuxième signature de convention entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé. Patricia Oumou-Etia nous en parle. En prélude à la signature de partenariat entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé, la délégation française conduite par le maire de la ville d'Auxerre, Guy Ferrez, a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Accord de coopération que confirme l'engagement des partenaires en renouvelant la signature de convention entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé. D'aider Atekoubé afin de permettre la mise en place de formations, d'insertion professionnelle pour les jeunes. Nous envisageons dans le cadre de ce renouvellement l'intégration des jeunes dans l'école de football de l'AJ-Auxerre. Le partenariat est multiforme, il est sportif, il est culturel, mais il est aussi éducatif. Cette plateforme de services pour l'insertion des jeunes va s'étendre aux communes de Trècheville et du Plateau. Aujourd'hui, il est question de voir comment chacune des communes peut nouer des relations en matière de coopération décentralisée avec soit une région, soit avec une commune de la région de Bourgogne. Ce projet qui va nous permettre d'insérer nos jeunes, de leur trouver des débouchés après leurs études, et pour ceux qui n'ont pas fait de niveau d'études élevé, qu'on puisse leur trouver de quoi s'insérer dans la vie. Le projet de jumelage entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé a débuté en 2010. Demain, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Thème retenu, non au travail des enfants dans le travail domestique. En Côte d'Ivoire, les enquêtes en 2008 indiquaient que plus de 46 000 enfants âgés de moins de 14 ans étaient impliqués dans le travail domestique. À l'occasion de la célébration de cette journée, le gouvernement appelle à une prise de conscience collective pour un meilleur traitement des enfants en Côte d'Ivoire. Doua Delazer. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire demeure une préoccupation pour les autorités administratives et politiques du pays. Selon les estimations du Bureau international du travail, en 2010, sur 16 millions de travailleurs domestiques rémunérés ou non, plus de 10 millions sont des enfants âgés de moins de 14 ans. L'enquête sur le niveau de vie des ménages en 2008 relève que 46 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail domestique sur l'ensemble du territoire national. Ces enfants sont utilisés comme des filles de ménage ou dans la vente des sachets d'eau glacée, une activité domestique à caractère commercial. Mais le gouvernement entreprend des actions afin de lutter contre ce fléau. Dans cette perspective, une loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire a été adoptée et les textes d'application de portée internationale et nationale sont en cours d'adoption pour renforcer le cadre juridique de la lutte contre le travail des enfants. En outre, le gouvernement, à travers le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, et le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, poursuit ses efforts pour parvenir à l'éradication des pires formes de travail des enfants à l'horizon 2016.
Face à l'ampleur du travail des enfants dans le monde entier, une journée est dédiée à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. En 2013, la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a pour thème « Non au travail des enfants dans le travail domestique ». À l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre ce mercredi 12 juin 2013 la journée mondiale contre le travail des enfants. À l'occasion de la célébration de cette journée, je voudrais en appeler au nom du gouvernement à une prise de conscience collective et demander que les enfants ne soient pas astreints au travail, qu'il leur soit reconnu leur droit à l'éducation, à la santé et au bien-être. D'ici 2014, l'objectif du gouvernement est de parvenir à réduire significativement les pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, toujours pas de nouvelles sur l'évolution de l'état de santé de l'ex-président sud-africain. L'état de santé de Nelson Mandela n'a pas évolué depuis sa nouvelle hospitalisation samedi dans un état grave, ont indiqué lundi les autorités. L'inquiétude gagne le pays. Reportage. La sécurité a été renforcée aux abords de la clinique de Pretoria où est censé être hospitalisé Nelson Mandela pour une infection pulmonaire. Piétons et voitures sont systématiquement fouillés. Devant son domicile, quelques passants et visiteurs veulent encore espérer. Moi, je lui souhaite les meilleurs vœux pour qu'il puisse se rétablir rapidement. La seule chose que nous pouvons faire, c'est prier pour lui. Parce que nous sommes ici grâce à lui. Il s'est battu pour nous pendant la lutte. Que Dieu soit avec lui, afin qu'il puisse récupérer et aller mieux. Les unes du jour reflètent l'inquiétude qui s'est emparée d'un pays qui retient son souffle et s'attend au pire. Après 4 jours d'hospitalisation, la présidence de la République a indiqué dans un communiqué que l'état du héros de la nation, âgé de 94 ans, reste grave, mais stable. Lundi dans la soirée, plusieurs membres de la famille du leader anti-apartheid, dont sa fille rentrée d'Argentine et son ex-femme Winnie, sont venus à son chevet. Autant de signes qui alimentent l'angoisse du pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À demain.